Alors bonjour, je vous présente maintenant Monsieur Simon Robert, qui est le directeur de la responsabilité sociétale chez l'Auto-Québec. Bonjour Simon. Bonjour. Est-ce que c'est possible de nous expliquer comment est structurée la démarche de responsabilité sociétale chez l'Auto-Québec? Oui, en fait, la démarche, nous, a débuté en 2005-2006. En fait, en 2006, la première politique de développement durable a été adoptée. De là, en 2012, on a créé une nouvelle vice-présidence, puis ça nous a permis de refaire un peu les bases. Oui. Et de conjuguer différents documents qui existaient, puis de les formuler dans un seul code de commercialisation responsable. Dans notre cas, on l'a formulé de cette façon-là. Ce code-là avait 5 grands engagements. Le premier, c'est d'offrir un environnement de travail stimulant. Évidemment, le deuxième, c'est le jeu responsable, qui est un de nos enjeux les plus matériels. Le troisième, c'est l'intégrité des jeux, qui fait aussi partie de notre licence d'opération. Le quatrième, c'était un engagement de performance globale, donc qui intégrait le social, l'environnemental, l'économique, donc ce qu'on entend aussi comme développement durable plus spécifiquement. Et le cinquième, c'était l'engagement des parties prenantes. Du code, on a traduit ces engagements-là en objectifs, en actions, en cibles, en indicateurs, dans un plan d'action dédié. Mais on a vraiment pris un alignement puis une simplicité dans cet alignement-là également. Donc, on n'a pas réinventé la roue à ce niveau-là. Le code était un des déclencheurs. Puis le deuxième déclencheur aussi, ça a été la mise en place d'une structure de gouvernance. Donc, de partir de notre conseil de direction et de ça, de mettre en place un comité de responsabilité sociétale qui est parallèle. Qui est composé de certains des membres de notre haute direction et puis qui vient vraiment étudier spécifiquement ces questions-là. Sous ce comité-là, on a 3 comités directeurs. Jeux responsables, évidemment, environnement et société, et relations avec la communauté. Puis ces comités-là sont composés de directeurs de tous les secteurs concernés par ces enjeux-là. Et ils visent vraiment à orienter les actions de leurs équipes sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment là. Et le code aussi et le plan d'action disait, vous devez prendre en compte différents paramètres dans vos opérations, dans votre planification, dans votre gestion de projet et dans vos mesures de performance. Donc, on vient vraiment mettre en place un système d'amélioration continue avec tous ces éléments-là. Et j'imagine que ça constitue une capacité d'attraction pour la main-d'œuvre aussi et de rassemblement. C'est sûr que quand on a fait, même il y a quelques années, quand on a fait une marque employeur, c'est une démarche de ressources humaines classique, c'est un des paramètres qui est ressorti là-dedans. Parce que c'est sûr aussi notre entreprise, les jeux de hasard et d'argent, leur perception dans la population peuvent freiner certaines personnes, mais quand les gens voient tout ce qu'on a fait en termes de développement durable, c'est là qu'ils trouvent ça intéressant aussi. Alors Simon, si on poursuit, qu'en est-il de l'intégration du jeu responsable dans vos activités, dans vos opérations? En fait, la création de notre vice-présidence en 2012 venait vraiment démontrer l'engagement de notre président à ce niveau-là, parce que c'était une vice-présidence qui se voulait, en premier lieu, dédiée aux jeux responsables. C'est une dame qui est venue prendre ce poste-là, qui a été très impliquée au gouvernement, qui est médecin de formation et qui a travaillé en santé mentale. Et c'est là que ça devenait vraiment intéressant parce qu'il y avait un porteur de dossier dédié à cette question-là. Également, les activités de la fondation Mise sur Toi et de Mise sur Toi qui étaient à l'extérieur ont été rapatriées chez nous parce qu'on se disait si on veut vraiment l'intégrer dans nos opérations quotidiennes, ça nous prend des gens dédiés à l'interne. Qu'est-ce que c'est la fondation Mise sur Toi pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, c'était comme un parallèle qu'on fait parfois là, qui est pas parfait, mais c'est Éducalcool. Autant que pour la SAQ, il fonctionne pas de la même façon là, mais pour tout le monde, monsieur, madame, tout le monde dans la communauté, c'est un peu la même chose. Donc les campagnes de sensibilisation qu'on voit à la télé de le jeu doit rester un jeu, maintenant sur le web et ainsi de suite, c'est géré par cette équipe-là qui est une direction qui est juste à côté de la mienne. Ah bon? Avec lesquelles ils forment nos employés. L'ensemble de nos employés reçoivent des formations en termes de jeux responsables. Nos employés qui sont en contact avec les clients, une formation évidemment un peu plus accrue que si on est technicien en technologie de l'information pour les finances, admettons. Les croupiers, c'est sûr que il y a des éléments beaucoup plus étoffés. Nos agents de sécurité dans les casinos également, formation plusieurs à différents niveaux pour mettre en place une chaîne d'entraide. Donc quand on voit des gens qui présentent des signes de détresse, on intervient.
Puis tout ça est enregistré, catalogué et suivi par cette équipe-là qui est dédiée. Dans le cas de la RSE plus large, nous on aide à structurer ces éléments-là, mais on vraiment toute une équipe qui travaille sur ces questions-là. Et quand vous intervenez, qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, il y a plusieurs étapes. Nous, on appelle ça la chaîne d'entraide. Quand on aperçoit ces signes-là, on va approcher la personne, mais toujours dans le respect, hein, parce qu'on veut pas. Des fois, il y a des gens qui ont juste une mauvaise journée, puis c'est pas nécessairement un enjeu. Donc, il y a une première approche, puis par la suite, il y a une séquence. Puis ultimement, on peut amener quelqu'un d'un centre d'intervention pour venir nous donner un coup de main puis intervenir auprès de cette personne-là. On a aussi des programmes d'auto-exclusion aussi. Si la personne, ça fait plusieurs fois qu'elle tente puis qu'elle dit je ne suis plus capable, j'ai besoin d'aide, on va d'un lui référer de l'aide. Et de deux aussi, signer des contrats d'auto-exclusion. Donc il y a des gens qui peuvent et ce que ça fait, c'est qu'on prend la photo de la personne puis nos gardiens de sécurité sont très habitués et ils reconnaissent ces personnes-là parce que les photos passent en boucle sur des moniteurs très sécurisés là, mais donc on les reconnaît. Puis ils ont différents choix d'auto-exclusion, de dates. De lieux également, parce qu'on a différents établissements, donc ils peuvent être exclus de l'ensemble des établissements. Alors Simon, en plus du jeu responsable, de quelle autre façon la responsabilité sociétale est intégrée chez l'Auto-Québec? En fait, ce qu'on tente de faire, c'est de l'intégrer dans tout. C'est un peu la difficulté du domaine, hein. C'est tout à la fois, et donc ça devient un peu rien. Les gens disent, mais j'en fais déjà. Donc, pourquoi je devrais en faire plus si j'en fais déjà? C'est un peu la difficulté que vous avez à le conundrum là, qu'on tourne en rond dans ces questions-là, puis c'est la réalité de beaucoup d'équipes. Chez nous, en mettant en place une structure qui est plus dédiée avec des sujets spécifiques, ça l'a beaucoup aidé à mettre ça en place. Si je prends juste différents programmes que l'on a, on a une des plus grosses collections d'art contemporain. En tout cas, québécoise, là, au Canada. Dont vous vous êtes porté acquéreur. Exactement. C'est 5000 œuvres de plus de 1200 artistes. Québécois, canadiens? Québécois. Ou Entièrement québécois. Ça fait 35 ans que ça s'est bâti, là, donc ça s'est pas acheté l'année passée. Ça s'est fait sur une très longue période de temps. Et vraiment, maintenant, on a une stratégie de diffusion, puis d'engagement, puis de stimulation du milieu. C'est assez intéressant. Mais ça, c'est je vous dirais, c'est un petit volet puis qui est dans mon secteur, donc je le connais mieux. Tout notre programme de commandite, les rendez-vous l'Auto-Québec. Donc, si vous allez dans un festival cet été, il y a des chances qu'il soit commandité par nos rendez-vous. Puis, même à l'intérieur d'un programme sociétal comme celui-là, les événements qui demandent des fonds à l'Auto-Québec puis qui faut aller sur le site web, remplir un questionnaire, on va vous demander comment vous traitez vos bénévoles. Est-ce que vous faites du recyclage? Est-ce que vous avez des programmes de transport durables? OK, donc dans votre programme de commandite, vous avez intégré plusieurs exigences. Et si les festivals intègrent ces éléments-là, ils ont davantage de points, donc se classent mieux. Et ça leur ouvre évidemment plus de portes. Puis est-ce que vous avez vu des initiatives de la part des gens que vous commanditiez auxquels vous vous attendiez pas? En fait, on s'est intégré puis on les a accompagnés dès le début. On a, premièrement, je me souviens, en 2007, on a mesuré qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Puis en termes de transport, on voyait qu'il y avait peut-être un 7-9% des événements qui pensaient au transport. On a fait un événement avec le concours Les Vivants récemment, puis j'ai revalidé ces chiffres-là. Et on est autour de 70% en ce moment. Et 70%, faut compter que c'est excellent parce qu'on a puis là, je vous parle de transport durable. Mais on a des événements en région où il y a pas d'autobus, il y a pas de possibilité là, puis le vélo avec la superficie du territoire, c'est pas pratique. Donc eux c'était plus difficile, mais ils font tellement d'autres choses intéressantes. Il y en a qui ont mis un événement qui était en nomination et sur une plage aux îles de la Madeleine, puis il y a pas d'eau, il y a pas rien, puis ils ont quand même réussi à faire plein d'initiatives intéressantes, donc c'est possible. Je vous dirais, ce qui est intéressant en ce moment, c'est on est vraiment dans la gestion de projet, dans les appels d'offres, l'approvisionnement responsable. Oui. Mais ça, c'est pas... Mon équipe est une équipe d'accompagnement, d'amélioration continue. Donc, on aide les agents d'approvisionnement, on aide les requérants à mettre en place des critères qui vont diminuer les impacts environnementaux, mais qui vont aussi aider à réduire les coûts. Et les deux c'est ça le développement durable en bout de ligne. On dit souvent que c'est le social, le cousin pauvre du développement durable. Je pense que malheureusement, ça a été l'économique aussi par le passé parce que froidement, il y a de l'argent à faire avec le développement durable. Oui.
On est capable d'évaluer les coûts puis les bénéfices aussi de l'investissement en développement durable maintenant. Parce que ce qu'on jette, on l'a acheté en amont. Donc, et nous, les critères de responsabilité sociétale qu'on prend dans la gestion de projet, on s'est inspiré des 8 waste, les 8 gaspillages dans du lean. C'est juste qu'on l'a rapproché d'une gestion d'impact sociaux ou environnementaux dans la terminologie, mais ça ressemble énormément à ça. Et comment votre équipe est perçue à l'interne chez l'Auto-Québec? Parce que c'est vous qui êtes catalyseur du changement. On l'est, mais on est des aidants. S'il y a des économies qui sont générées, mais c'est le secteur qui l'a généré. Il y a une citation que je prends souvent puis qui dit It's amazing what you can accomplish if you don't care who gets the credit. Yes. Et je pense que ça, c'est une clé parce que nous, on est une petite partie. Moi, je suis un petit budget, petite équipe, puis on aide des gros secteurs. Mais c'est eux qui réalisent l'action en bout de ligne. Nous, on est juste aidants là-dedans. Puis souvent, c'est une section, puis on ouvre les yeux sur des questions d'opportunité. Et c'est ce qu'on fait. Donc, une fois qu'on a pris cet angle-là d'amélioration continue, d'être des aidants, ben c'est là que ça va beaucoup mieux pour l'équipe. En tout cas, la mienne, ça va très bien en ce moment. Et c'est toute la société d'État qui en bénéficie collectivement aussi. Oui, effectivement. Alors Simon, si nous poursuivons, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Auparavant, vous parliez de contribution sociale et maintenant vous parlez de performance sociale. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce changement dans le vocabulaire? En fait, c'est une de nos chances, je vous dirais, c'est que notre démarche existe depuis un bon moment. On a testé énormément de choses, des choses qui marchaient bien, des choses qui marchaient moins bien, puis on a fait énormément d'apprentissage. Ouais. Et on s'est rendu compte que la terminologie avait un impact plus grand qu'on ne le pensait. Ah oui. Et, par exemple, quand on parlait justement de contribution, même sur l'environnement, les gens voyaient ça comme un simple don. Une commandite. Oui, on est gentil, donc on contribue, comme il est entendu par ce qu'on appelle le CSR traditionnel, ouais. La responsabilité sociale traditionnelle. Qui était je vais faire mes opérations puis en parallèle je vais contribuer à mon milieu. Et pour nous ça a été une distinction. Je parlais à un dirigeant qui a même évolué dans l'organisation aujourd'hui, puis on parlait de ses projets, puis à un certain moment il est arrivé puis il m'a dit es-tu en train de me dire que tu peux m'aider à baisser mes frais d'exploitation? Non, oui. J'ai dit c'est exactement ça qu'on fait. Puis la réalisation est venue. Et on a dit, avant, on présentait les projets en disant, je vais vous aider à diminuer vos impacts. Oui. Mais on se rend pas compte que ça a Nous, on pense qu'on n'a pas d'impact. On fait ce qu'on fait depuis 20 ans et on le fait bien. Et quand quelqu'un, souvent des jeunes qui ça fait pas si longtemps que ça, qui sont dans l'organisation, nous disent, mais t'as des impacts, c'est un peu choquant pour l'individu comme tel. Et c'est là qu'en disant, c'est de l'amélioration continue. C'est pas une contribution, c'est de la performance. Et cette amélioration continue-là, ça, les gens le comprennent puis y adhèrent. Parce qu'il y a eu tout ce courant de pensée-là qui est venu en disant il y a toujours place à amélioration. Et c'est là-dedans qu'on s'est inscrit. Qu'on présente un projet en disant pas juste je vais t'aider à diminuer tes impacts, c'est dire on va essayer de diminuer tes frais d'exploitation tout en gérant tes impacts. C'est le même projet, c'est juste qu'on le voit d'une autre perspective. Ouais. Et ça a vraiment changé l'approche à l'interne. Donc moi, en tout cas, je le conseille aux gens. Je dis pas que ça va marcher dans toutes les entreprises, mais c'est une approche qui a vraiment fonctionné parce que ultimement, on travaille de la même façon. Ouais. C'est le discours qui change puis qui ouvre des portes par la suite. Et puis de voir les retombées aussi, parce qu'il y a des retombées positives. Exactement. Et pourquoi chez vous parlez de responsabilité sociétale plutôt que sociale, parce que peut-être que nos auditeurs vont se demander quelle est la différence entre la responsabilité sociale et la responsabilité sociétale. Oui, en fait, quand je parlais de l'importance des mots, le développement durable est un courant qui a été là depuis un bon bout de temps, puis qui a été porté par le mouvement environnemental. Oui. Donc, moi, je blague souvent quand je rencontre des nouvelles gens, des nouvelles personnes à l'interne, je dis les gens pensent que je m'occupe des grenouilles et des poubelles. Et il y en a c'est drôle parce qu'il y en a qui rient, puis il y en a qui rient jaune parce qu'ils pensaient vraiment que c'était ça mon travail. Ah oui. Et donc on a eu un choix à faire, puis je me suis dit est-ce que je me bats pour réexpliquer encore une fois ce concept-là qui dans l'inconscient même on peut le voir à la télé puis dans différentes interventions. Il parle d'environnement quand il parle de développement durable. Mm-hmm. Donc moi j'avais un choix à faire.
Et dans notre mission, on parlait de commercialisation responsable. Mm-hmm. Donc, on a jonglé avec ça et le sociétal est venu avec ISO 26000. Ah, bien oui. Donc, au niveau international, c'est cette reconnaissance-là du terme en français, donc oui. dans la traduction, dans la version francophone de la documentation, c'était vraiment la responsabilité d'entreprise face à la société. En n'allant pas vers la responsabilité sociale, c'est parce que pour moi, tout le courant américain oui. de social responsibility oui. était beaucoup basé sur une approche caritative, de contribution. Donc, on avait un choix à faire et j'ai eu le luxe qu'on me fasse confiance à choisir cette terminologie-là dans l'organisation. Donc, pour nous, on parle beaucoup à l'interne de commercialisation responsable. De performance. De performance sociale et environnementale, de programmes sociétaux. Oui. Donc, c'est pas des programmes sociaux qui visent juste à être un don, mais qui visent vraiment à ce qu'on soit tous gagnants. En fait, c'est même le nom de notre programme de bénévolat, c'est le collectif Tous Gagnants. Parce qu'on veut que nos programmes, que la communauté y gagne, que nos employés y gagnent, mais que l'entreprise aussi y tire son compte. Donc, il y a façon de faire ça, puis on a revu beaucoup de nos programmes dans ce sens-là, de dire ce qui était principalement une approche caritative. Ben, on est en train de le dire, on est capable d'en donner plus à la communauté si on en retire plus. Oui. Donc, on essaie de bâtir cet écosystème de gagnant-gagnant là. Et ça marche bien pour nous. Et oui, puis est-ce que les employés vous diraient ben nous, on comprend davantage maintenant ce que vous faites. On comprend davantage comment on peut contribuer aussi au niveau sociétal. En fait, j'ai une petite anecdote, c'était une personne, on se croise souvent dans les ascenseurs, dans les grosses tours à bureau, et j'avais quelqu'un qui était dans la démarche depuis tout le début, qui est à la retraite aujourd'hui, là, mais qui a 2-3 ans, qui m'a dit « Simon, c'est vraiment rendu business, le développement durable », et elle disait très positivement. Oui. Fait que pour moi, ça a été un signe de succès de dire que les petits changements qu'on a faits en communication ont aidé, comme on a fait une campagne pour éliminer les bouteilles d'eau à l'interne. Oui. Et ce qu'on nous avait proposé, c'est à l'Auto-Québec, c'est un petit slogan de campagne, là, je bois écologique. Moi, j'ai dit, on a enlevé le éco. C'est juste un choix logique, puis ça a été pris comme ça. Puis ça n'a pas changé toute la donne, non, mais c'est tous ces petits messages-là s'accumulent pour former notre compréhension du terme. Fait que pour nous, ça a été important de faire ces changements-là. Alors Simon, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour nos auditeurs? En fait, c'est humblement 2 conseils pour les démarches. Comprenez votre organisation. Après le bureau du président, vous devriez être le secteur qui comprend le plus l'ensemble des différents départements parce que si vous voulez que l'ensemble s'améliore, puis vous voulez mettre 20% d'efforts pour avoir 80% des résultats, ben il faut le comprendre. Et ça, ça demande un peu de temps, un peu de lecture, mais surtout de l'écoute. Et un réseau interne qui est assez solide. Donc, mon premier point. Le deuxième serait simplifier la complexité. Vous n'avez pas besoin d'expliquer l'ensemble des phénomènes géoclimatiques liés au changement climatique pour mettre des clauses d'efficacité énergétique dans vos appels d'offres. Tellement vrai. Et on a une tendance, on est tellement passionnés, les gens du domaine, qu'on veut expliquer ces paramètres-là, puis tous les impacts collatéraux des actions. Mais en bout de ligne, les gens vont adhérer au gros bon sens si c'est simple. Donc, simplifier la complexité serait mon deuxième. Alors, merci beaucoup, Simon. C'était très intéressant. Je vous invite donc, chers auditeurs, à aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et également, je vous invite à écouter nos prochaines capsules de RSE qui sont sur notre site Internet. Et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.